Passons maintenant à cette grande étape qui est le rendez-vous mandat. Nous avons vu la conquête client, donc ce qui nous a permis de prendre des rendez-vous, d'aller capter ce prospect qui a un potentiel projet de vente. Maintenant, nous arrivons chez lui et il va falloir évidemment réussir à répondre à ses besoins, à qualifier son projet immobilier et à envisager de pouvoir l'accompagner au travers effectivement de ce rendez-vous, de mandat de vente, d'une commercialisation, de visite, etc. Tout d'abord, on va commencer par ce petit rappel qui est le basique d'un rendez-vous commercial qui se passe en 5 étapes. Alors, que vous vendiez des avions, des voitures, des biens immobiliers ou des chars à voile, le rendez-vous commercial se passera toujours de la même manière. Présentation, découverte, reformulation, proposition, closing. On en a déjà parlé avant. Ces étapes sont importantes puisqu'elles permettent au client d'intellectualiser votre proposition, de l'accepter et psychologiquement d'y voir un intérêt. Si vous ne faites pas ça et que vous commencez effectivement par une proposition sans avoir mené une bonne découverte, compris les besoins de votre client, effectivement, vous allez avoir une chance sur 1000 pour pouvoir répondre aux besoins de vos clients. Il n'y a pas de télépathie. Il y a effectivement une étape cachée. Comme je le dis, je le répète tout au long de la formation, on prépare toutes ces actions. Nous sommes des athlètes de haut niveau. Comme tout athlète de haut niveau, je vais préparer mon action. Je vais faire en sorte de mettre toutes les chances de mon côté pour que lors du rendez-vous, je puisse arriver en toute confiance et atteindre mes objectifs. Alors, comment on va préparer son rendez-vous? On va bloquer 1 heure dans son agenda. Ok, on s'organise. On bloque 1 heure dans son agenda. On peut potentiellement, si on ne connaît pas encore bien le secteur, analyser l'environnement sur Google Maps, analyser le marché apparent sur Tactic.imo, regarder les biens qui sont à la vente et analyser, préparer un avis de valeur si on a assez d'informations. On prépare ses outils et 1 heure avant le rendez-vous, on part en prospection de terrain. Alors, en détail, pourquoi on doit préparer son rendez-vous mandat? Simplement pour créer cette fameuse asymétrie du renseignement dont on a parlé dans les différents axes de négociation et notamment sur la partie rapport de force. Donc, si vous voulez que le client ait confiance en vous, qu'il suive avec intérêt vos préconisations, il va falloir naturellement lui expliquer que vous êtes un vrai professionnel. Et pour ça, effectivement, il va falloir créer une asymétrie du renseignement. Ensuite, on va aussi faire en sorte d'être différent de nos concurrents en apportant plus de valeur ajoutée à nos clients. Alors, comment on va en apporter de la valeur ajoutée? Au travers effectivement du modèle 894, parce qu'on va s'occuper de tout, de la transaction au déménagement, en passant par les travaux, la déco, le financement, la défiscalisation, mais aussi par le fait que de base, on est plus professionnel que l'ensemble des intervenants du marché. Et dernier point, ce qui est important aussi, c'est de ritualiser cette action de préparation de votre quotidien. Okay, vous devez systématiquement préparer toutes les actions que vous allez mener. N'allez pas au hasard chez un client en espérant récupérer le mandat. C'est quelque chose qui n'arrivera pas, ou du moins qui arrivera, mais de manière pas très efficace. Vous manquerez beaucoup d'efficience, vous débaucherez beaucoup d'énergie pour arriver à un objectif qui va être moyen. Alors là, dans cette vidéo, je vous explique comment analyser l'environnement. Je vous mettrai le lien de cette vidéo. Maintenant, utiliser Google Maps, c'est, je pense, à la portée d'un enfant de 5 ans. Donc, voilà, vous pouvez aller regarder sur Google Maps comment ça fonctionne. Deuxième point, l'analyse du marché apparent. Effectivement, on va utiliser Tactic.imo que vous maîtrisez. Je vous mets quand même aussi le lien de la formation de Tactic.imo encore en dessous de cette vidéo. Normalement, vous l'avez déjà vu sur la partie prospection téléphonique. Mais on va regarder tous les biens qui sont à la vente de particulier à particulier et aussi les biens des professionnels. Ça, c'est vraiment important de regarder aussi les biens qui sont à la vente sur le secteur pour voir à peu près quels sont les prix de vente des biens qui sont chez nos concurrents. Alors attention, les prix qui sont sur le marché ne sont pas les prix des produits qui sont vendus. Ce sont les prix qui sont mis à la vente. Il y a forcément des négociations qui sont menées dessus. Et on va aussi très important, vraiment très important, échanger avec vos collègues CPI, les CPI du même secteur que vous, de manière à ce qu'ils vous donnent cette matière, cette asymétrie du renseignement, du moins ce qui va avoir du poids dans cette asymétrie du renseignement. Si par grande chance ils ont vendu dans le bâtiment d'à côté ou chez le voisin de la personne chez qui vous allez, vous aurez en tout cas une base d'informations qui va être qui va être essentielle pour envisager de prendre le mandat. Préparation de l'avis de valeur. De la même manière, je vais mettre la formation de Priceable, comment déclencher en tout cas
l'estimation de votre bien en lien sous la vidéo. Les outils. Alors évidemment, on va être tout le temps équipé lorsqu'on se rend en rendez-vous client. Comme je vous le disais, il est important de se différencier de nos concurrents. La plupart de nos concurrents arrivent sans rien, sans outils, sans voilà. Donc vous arrivez, vous êtes organisé, vous avez votre ordinateur, vous avez un mètre laser, vous avez votre téléphone, un carnet, un stylo, la fiche technique de votre bien que vous allez remplir et potentiellement des équipements Covid si c'est encore nécessaire. En tout cas, vu l'époque dans laquelle on est, essayez de les avoir, au moins un masque et du gel hydroalcoolique. Allez chercher l'info. 1 heure de prospection de terrain, ça va être l'échauffement de l'athlète de haut niveau. On ne va jamais à froid chez un client. Tout d'abord, on fait un petit tour du quartier, on essaye de se familiariser avec l'endroit. Normalement, on a déjà prospecté sur le secteur, on connaît les commerçants, mais on retourne les voir. On a du coup une information qui est plus ciblée puisqu'on sait où est-ce qu'on va. On peut leur demander s'ils ne connaissent pas quelqu'un qui vend aussi dans le secteur ou qui a vendu dans le secteur, s'ils ne connaîtraient pas quelqu'un qui serait intéressé pour acheter ici aussi. Donc voilà, on prospecte les commerçants, on prospecte les biens ou immeubles voisins. C'est là aussi où on va aller capter cette information qui va peut-être nous permettre de donner la matière à notre asymétrie du renseignement et on va prospecter effectivement dans l'immeuble. On continue. Nous avons passé l'étape de préparation, étape essentielle, comme je vous le rappelais, à toutes vos actions. Maintenant, on va passer sur la présentation. Prenez possession des lieux. Dès qu'on rentre chez le client, la première des choses à faire, effectivement, c'est de lancer une petite phrase brise-glace qui vous permettra d'adoucir un peu l'atmosphère, puisque comme je vous le rappelle, tous nos clients ne supportent pas qu'on leur vende quelque chose. Et quand on arrive, eh ben, on est vendeur. On est des vendeurs pour eux, ou si on n'est pas des vendeurs, en tout cas, on y ressemble fortement, et on représente une commission qui n'ont pas envie de payer. Ok, donc on brise la glace, on se présente simplement, potentiellement on peut présenter sa carte professionnelle à ce moment ou un peu plus tard, on s'installe et on visite. Donc on prend possession des lieux, dès les premiers instants on demande au client de nous faire visiter son bien, on commence à prendre des notes à ce moment-là, et on va d'ailleurs commencer une partie de notre découverte client à ce moment-là. Quand on prend possession des lieux, naturellement, on va potentiellement mettre ses affaires à un endroit, peut-être le salon, poser nos affaires dans le salon, sur la table, sur la chaise, en disant à notre client, bah, écoutez, on va visiter le bien et puis on reviendra ici pour que je puisse vous poser quelques questions supplémentaires sur votre projet. Et puis voilà, là vous prenez possession des lieux. Okay, le client ne vous fait plus visiter son appartement, c'est vous qui avez la directive de lui dire faites-moi visiter le bien et on reviendra ici. Ici, c'est moi qui gère, c'est un bien immobilier, je le connais. Okay, voici un exemple type de présentation que vous pouvez suivre. Voilà, n'hésitez pas à utiliser l'humour pendant ces moments-là. C'est vraiment là où on va initier une relation positive ou pas avec le client. La découverte. La découverte, c'est vraiment l'étape la plus importante de votre rendez-vous. Voilà, si vous ratez cette étape-là, autant vous dire que votre rendez-vous risque de ne pas aboutir ou d'aboutir à pas grand-chose. Donc déterminez si votre client est vraiment vendeur. N'oubliez pas que vous êtes là aussi pour savoir si cet objectif commun est réellement partagé, si vraiment votre client est vendeur. Donc là, on doit lui présenter, on doit en tout cas lui demander de nous présenter toute la manière dont il a commencé à commercialiser son bien immobilier, pourquoi, comment, etc. Donc, on se présente en détail, on revient sur le lieu déterminé à l'installation. On va commencer à poser des questions qui vont être ouvertes, à l'inverse des questions fermées. Donc, les questions ouvertes vont laisser le client parler. Question fermée, c'est une question par laquelle on répond par oui ou par non. Donc là, on est dans une discussion, on a notre fiche technique sous les yeux, et puis on commence à répondre aux questions de la fiche technique. Appuyez-vous dessus, c'est vraiment quelque chose d'important. N'hésitez pas à avoir un papier et cette fiche technique et un stylo et à écrire dessus, même si on est très digitalisé. C'est quand même un point de confiance pour le client. Voilà. Quand on est sur une tablette, le client ne sait pas trop ce qu'on y fait, où est-ce que va aller l'information, etc. Là, l'information, elle part du client et elle va sur une feuille. Il sait où elle est, ça le sécurise. On peut aussi directement mettre l'information dans SweetBright. Bref, soyez en écoute active à ce moment-là. C'est là où vous allez capter l'information la plus importante qui vous permettra derrière en reformulation de bien exprimer les besoins de votre client. Moi, je préconise une chose, cette clé, cette base qui est le QQO s'est occupé. Ces questions-là, qui, quoi, combien, comment, où, quand, pourquoi, vous sauveront de toute situation en rendez-vous. On peut avoir des blancs,
Une fois qu'on est en découverte, qu'on a posé 1, 2, 3, 4 questions, on ne sait plus trop quoi poser comme question. Revenez sur le qui, le quoi, le combien, comment, où, quand, depuis quand vous avez mis en vente, pourquoi vous avez mis en vente, qui a fait l'estimation, ok, ces personnes-là, ben, c'est mon cousin, etc. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ok, vous avez acheté à combien à l'époque? Vous voulez vendre à combien? Comment vous avez acheté à l'époque? Est-ce qu'il y avait un professionnel de l'immobilier? Bref, où est-ce que vous voulez acheter par la suite? Bref, on va poser toutes ces questions et ça va être un basique, une clé qui vous sauvera de toute situation, comme je le disais. Ce qui est important à prendre en compte au-delà du fait que ce soit une clé, c'est qu'elle vous permettra aussi d'évoluer à votre manière, c'est-à-dire que vous créerez votre propre questionnaire de découverte client, on va dire, parce qu'il n'y a pas de questionnaire miracle. Ok, on va poser effectivement des questions sur le présent, sur le futur, sur le passé, le présent, le futur. On peut appliquer ces basiques-là, effectivement, vous allez le faire naturellement, grâce juste à cette clé qui est basique. Donc là, on a une présentation détaillée. Je vous présente rapidement l'édition 94 de manière détaillée. Nous sommes 110 chefs de projet en immobilier répartis sur 6 agences. Nous allons de la transaction au déménagement, passant par les travaux, la déco, le financement et même la défiscalisation. Cette phrase-là, elle est vraiment très importante, de la transaction à la défiscalisation. Il faut que vous la connaissiez par cœur et que vous puissiez la ressortir même en prospection téléphonique. Les fameuses questions ouvertes. Ça, c'est les questions que vous allez devoir forcément poser à un moment donné à vos clients. Là, on a fait une liste qui est non exhaustive, évidemment. Quand est-ce que vous avez acheté ce bien? Comment vous l'avez trouvé? Par une agence, par un particulier? Qui a fait l'estimation? Comment avez-vous fait cette estimation? Pourquoi vous vendez? Vous allez travailler dans quel secteur? Quel âge ont vos enfants? Bref, posez toutes les questions, en tout cas, qui vont faire qu'à un moment donné, vous allez pouvoir répondre aussi aux questions des futurs acquéreurs. On continue. Nous avons passé cette étape de découverte. Et désormais, nous allons reformuler le besoin du client. Alors, nous pouvons reformuler tout au long du rendez-vous, ce que je ne vous préconise pas forcément. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je ne suis pas à l'aise dans cette logique de reformulation tout au long du rendez-vous. Je préfère clairement reformuler une seule fois après ma découverte, puisque pour moi, c'est un moment charnière entre le passage de la découverte que nous terminons, que nous concluons par la reformulation, pour passer à la proposition et closer mon rendez-vous. Alors, clairement, pourquoi on va reformuler? Comme je vous le disais, c'est un instant charnière. On va expliquer au client que nous l'avons compris, qu'il peut s'apaiser psychologiquement, que toutes ces tensions qu'il a vis-à-vis de moi, professionnel de l'immobilier, il peut les oublier, car je suis là pour répondre à son besoin. Donc on va reformuler ce besoin, on le fait valider par des questions fermées. Et cela, ça reste une discussion. On n'est pas sur une logique d'interrogatoire. Le client doit comprendre qu'on l'a compris et qu'on est là pour le sauver quelque part. Bref, voici un exemple de reformulation. Je récapitule, vous devez vendre plus vite, dû à votre mutation, vous devez vendre au meilleur prix car vous souhaitez acheter un bien plus grand. On close avec une question fermée, c'est bien ça monsieur le client, oui, non, etc. Évidemment, si votre client là commence à objecter ou vous dit non, là, vous n'avez pas du tout compris mon besoin, bon, ben, on revient sur notre découverte simplement. Ok, on repose les questions qu'il faut sereinement, tranquillement. Et puis après, on bascule sur notre proposition. Alors la proposition, on l'a déjà vu dans les techniques de négociation, où on va passer sur du point par point, comme on l'a déjà vu. Notre proposition, du coup, elle a toute son évidence quand on l'a construit de cette manière-là. Okay, elle s'est construite grâce au déroulé de l'entretien, du rendez-vous. Le client, il voit un intérêt clair et du coup, il a plus de facilité à l'accepter. Comme je le disais lors de la phase de négociation, la partie de négociation, rentrer en rendez-vous avec l'idée de prendre un mandat exclusif. Même s'il y a déjà des mandats exclusifs qui sont en place, des mandats simples qui sont en place, rentrez avec l'idée de prendre un mandat exclusif. Grâce à cela, vous sortirez peut-être avec un mandat simple. Si vous rentrez juste avec l'idée de percevoir un mandat ou d'avoir un mandat simple, vous ressortirez potentiellement avec rien du tout. L'autre point qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes là pour gérer un projet immobilier. Nous ne sommes pas là pour prendre un mandat de vente. Le client doit le savoir. Nous devons sélectionner son produit. C'est nous qui décidons de sélectionner et de travailler avec ce client-là. Donc ça, c'est vraiment important puisque ça va aussi vous permettre de modifier votre champ lexical par rapport à ce rapport de force favorable que vous devez construire. Alors, monsieur le client, là, c'est la proposition qu'on va pouvoir lui faire. Je vous propose la stratégie suivante. Voilà, je vais créer un phénomène de rareté sur votre produit. On va en faire un produit star. On va faire un shooting photo pour attirer le maximum d'acquéreurs. Je vais faire une visite virtuelle pour préqualifier les demandes d'acquéreurs. On va mettre un panneau vendu à vendre.
on va mettre votre bien en tête de liste sur certains supports. Je vais systématiquement qualifier mes clients en les envoyant chez mon courtier qui est le numéro 1 français en termes de prêt immobilier, etc., etc. Bref, ça, je vais investir dans votre projet immobilier, je les sélectionne pour ça, je vous rends service. Par contre, je travaille seul, en exclusivité. La présentation qu'on va pouvoir faire à notre client. Monsieur le client, à ce moment-là en tout cas, c'est une présentation qu'on fait de manière de travailler à ce moment-là. On n'est pas dans la présentation initiale. Là, on est dans la présentation vraiment de notre fonctionnement. Donc, on va lui expliquer que, effectivement, on a un fonctionnement qui fait que on restera toujours en lien, toujours en contact avec lui. Donc, tous les vendredis, nous allons lui dire que nous allons l'appeler pour lui faire un compte rendu sur la publication de son bien. On va lui faire un compte rendu sur le comportement de son bien sur les différents supports sur lesquels on l'a publié. Ensuite, on va lui expliquer que dès maintenant, on va prendre rendez-vous à J+21. Ça sera un rendez-vous physique où on se rendra chez le client pour lui faire un compte rendu de toute la commercialisation de son bien et qu'après chaque visite, évidemment, on lui fera un compte rendu. Ok, on prend rendez-vous avec le photographe, potentiellement visite virtuelle si vous avez pris un mandat exclusif. Et lorsque vous publiez le bien, on lui envoie le lien de l'annonce pour qu'il puisse vous dire si oui ou non ce bien cette annonce lui correspond. Si elle ne lui correspond pas, qu'il vous fasse une remarque tout de suite, de manière du moins à ce qu'il ne vous fasse pas une remarque au bout de 1, 2, 3 semaines lorsque vous l'appelez et que vous lui demandez de faire une baisse de prix. Ok, on peut potentiellement lui faire des cadeaux, offrir le DPE ou offrir un déménagement en fonction de la relation et du montant des honoraires. Alors, je reviens 3 secondes sur le fait d'offrir les DPE et potentiellement d'autres services. Vous pouvez offrir ce que vous voulez. Le principal, c'est que vous ne fassiez pas d'avance de trésorerie. Donc, c'est le client qui paye et vous déduisez ça de vos honoraires sur la signature du futur potentiel compromis. Ok. Bref, en tout cas, montrez-vous proactif. Ne laissez pas le client penser que vous êtes comme tous les agents immobiliers. Soyez différenciant. C'est vraiment dans le détail qu'on va faire la différence par rapport à nos concurrents. Et c'est ce qui va vous permettre à un moment donné de travailler sur la recommandation d'affaires. C'est ce qui va faire que votre client, demain, vous recommandera à son environnement familial amical et qui vous permettra d'avoir du moins une conquête plus confortable que si vous devez faire de la pige effectivement quotidiennement et surtout perpétuellement. Alors le type de mandat que nous avons à disposition, vous le savez, on en a 3 types, simple, semi-exclusif, exclusif. Dans les 3 cas, nous avons effectivement pas forcément les mêmes options. Donc la validation du financement des acquéreurs, évidemment, on va le faire systématiquement. Sauf que dans le mandat simple, ça va être plus compliqué. On n'aura pas assez de force pour pouvoir dire à notre client, monsieur le client, allez d'abord chez le courtier et puis après, je vous fais visiter. Si vous êtes en concurrence avec une autre agence, il va raccrocher, il va appeler l'autre agence, il va faire la visite. Parce que peut-être que l'autre agence n'aura pas le souci du détail comme vous pouvez l'avoir. Le photographe professionnel, il intervient systématiquement. Maintenant, votre client ne le sait pas. Donc, potentiellement, vous pouvez lui expliquer, vous allez investir dans un shooting photo pour lui. Donc, c'est quelque chose que vous faites cadeau, un shooting photo qui a une certaine valeur. Donc, essayez d'aller chercher des contreparties. La visite virtuelle, c'est seulement en semi-exclusivité et en exclusivité. Il n'y a pas de visite virtuelle en mandat simple. Tout ce qui est DPE, déménagement, c'est offert en semi-exclusivité ou en exclusivité, comme je vous l'ai dit. Vous ne faites pas d'avance de trésorerie, c'est le client qui paye, vous remboursez, vous déduisez ça de vos honoraires. Accompagnement de services, travaux, déco, défiscalisation, etc. uniquement en exclusivité. Alors, un argument important pour l'exclusivité, c'est la gestion des appels acquéreurs. Donc l'acquéreur, c'est quand même le décisionnaire. C'est lui qui a le chèque entre les mains et qui nous dit, voilà, moi je cherche une maison, j'ai 100 000, 200 000, 500, 600 000 euros à vous donner pour acheter un bien. Du coup, effectivement, il va falloir faire comprendre à notre client qui nous a expliqué qu'il travaillait, qu'il ne pouvait pas forcément répondre aux appels acquéreurs, que il était occupé pour faire les visites aussi, que nous allons être disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comment on va l'être? Par des outils digitaux, comme Calendly par exemple, si on est occupé. Et physiquement, on va répondre directement à nos clients parce que notre numéro de téléphone apparaît sur les annonces. Quand notre client va sélectionner une agence type Stéphane Plaza, ERA, Century 21, c'est en général une secrétaire qui est à l'agence, qui répond aux appels acquéreurs, qui qualifie l'appel acquéreur et qui ensuite redonne toutes ces informations-là au négociateur qui s'occupe de ce bien et qui rappellera ensuite le client acquéreur. On perd beaucoup de temps
et en soi, le client acquéreur, lui, il est déjà passé à autre chose. Il y a un deuxième cas où, par exemple, dans certaines agences, c'est des négociateurs qui gèrent des permanences. Donc, ils ont des astreintes tous les jours, ils doivent rester à l'agence et répondre au téléphone. Donc, ils vont répondre aux appels acquéreurs d'autres négociateurs. Ces acquéreurs vont forcément poser des questions sur des biens que ce négociateur ne maîtrise pas. La seule chose qu'il va pouvoir faire ce négociateur, c'est faire rebondir le client acquéreur sur un de ses produits et cannibaliser le produit pour lequel il avait appelé. Donc là, on perd encore une fois l'acquéreur. Dans tous les cas, chez 194, nous avons notre numéro de téléphone qui apparaît sur nos annonces. Le client nous contacte directement. Si je ne peux pas répondre, il reçoit un texto automatique qui lui dit « Contactez-moi un peu plus tard » ou bien « Prenez rendez-vous directement sur mon agenda ». Vous y avez accès et on est comme ça joignable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, là où nos concurrents ne le sont pas du tout. Effectivement, c'est dans ce détail-là qu'on va faire la différence, parce qu'aujourd'hui, il y a 1,5 acquéreur par bien immobilier à peu près, et que si on ne capte pas cet acquéreur, ben naturellement, on va passer potentiellement à côté de projets immobiliers potentiels. Donc, on rappelle les arguments potentiellement pour le shooting photo. On ne fait pas un shooting photo pour se faire plaisir et pour dire on est les plus beaux, on est les plus forts. On va expliquer à nos clients que dans 6 cas sur 10, dans 6 ventes sur 10, on effectue un effet rebond, c'est-à-dire qu'un client nous appelle pour un produit et dans 60% des cas, on le redirige vers un autre produit. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons un stock de produits important, c'est pour faire rebondir nos clients et répondre à leurs besoins. C'est d'ailleurs ce qui nous rend beaucoup plus efficace qu'un particulier qui vend simplement son bien et qui va s'épuiser à le faire, puisque lui ne pourra pas répondre aux besoins de l'acquéreur en tant que tel. C'est aussi la raison pour laquelle nous, en tant que particulier, on va dans des boutiques comme Zara, comme Foot Locker, comme Auchan, Carrefour, pour aller faire nos achats, parce que naturellement, quand on arrive pour acheter un produit, on sait qu'il y en a d'autres et qu'on va avoir un point central pour trouver notre bonheur. Donc pour continuer sur le shooting photo, on est 10 fois plus visible avec des photos professionnelles qu'avec des photos amateurs. Nous sommes simplement de vrais professionnels, donc c'est le minimum des choses que de proposer un service professionnel avec un photographe professionnel. Moi personnellement, je ne sais pas faire de photos. Je ne suis pas photographe en immobilier. C'est un vrai métier. Je n'ai pas la logique d'angle de vue, etc. Qui va bien. Mais c'est pas mon métier. Chacun son métier. Et aussi, on va créer un phénomène de rareté. On a un produit star qui va être mis en valeur sur les supports tels que SeLoger, Logikimo et même sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment important puisque c'est ça qui va attirer ce fameux client acquéreur qui, dans 6 cas sur 10, on va être qualifié et on va le faire rebondir sur un autre produit. La visite virtuelle, elle prend son sens pour éviter les visites intempestives sur des produits à fort intérêt et pour préqualifier l'acquéreur. On peut, dans ce cas-là, lui envoyer la visite virtuelle, lui faire visiter le bien virtuellement et du coup, s'il est séduit par notre proposition, lui faire une visite qui va être quasiment une contre-visite. Bref, c'est toujours dans cette logique de détail que nous mettons au service de nos clients ce type de service. Pourquoi faire un diagnostic de bien immobilier? Alors, certains clients ne veulent pas faire de diagnostic parce qu'ils ne veulent pas débourser une certaine somme et qu'ils pensent qu'ils vont devoir refaire leur diagnostic s'ils ne vendent pas assez vite. Donc, on va les rassurer sur un premier point déjà, c'est que nous allons vendre vite au meilleur prix et que le diagnostic va être déjà un point essentiel pour nous dans le cadre de notre commercialisation. Effectivement, si je mets en commercialisation et que j'ai un acquéreur qui va avoir des informations rapides sur le produit, naturellement, je vais devoir lui donner les informations que j'ai dans ce diagnostic, notamment celui sur la performance énergétique, pour que il sache un peu ce qu'il en est de ce bien immobilier. Si je ne réponds pas à sa question, lui, il va continuer à chercher au lieu de se concentrer sur le produit sur lequel je lui ai fait faire une visite. Donc, on va devoir anticiper, ou du moins ce diagnostic performance énergétique va nous permettre d'anticiper les points de négociation. S'il s'avère qu'il y a des menuiseries à refaire, s'il s'avère que la maison est mal isolée ou quoi que ce soit, ces points de négociation, on va pouvoir les anticiper en faisant potentiellement des devis sur certains points de la maison et on va verrouiller comme ça le client acquéreur sur le montant de ces devis, sur le montant de la potentielle négociation. Aussi, c'est pour prendre rendez-vous chez le notaire. Si demain j'ai un acquéreur qui est très intéressé par le bien et qui veut aller signer rapidement chez le notaire va me demander les diagnostics.
on va éviter d'attendre une quinzaine de jours, 3 semaines, peut-être que le diagnostiqueur se déplace et que je dois envoyer ensuite les éléments au notaire, que celui-ci décide de prendre rendez-vous une fois qu'il aura seulement tous les éléments. Donc, on va avoir une logique de réactivité, donc on veut vendre dans les meilleurs délais et au meilleur prix. On rappelle ça aux clients parce que ça, c'est notre objectif et que ce diagnostic de performance énergétique va nous être clairement utile pour cela. Le dernier point, parce que c'est simplement la loi en fait. On respecte la loi. On est averti sur le plan juridique. Notre client doit respecter la loi aussi. Et donc c'est dans cette pédagogie-là qu'on devra rentrer, en tout cas devra être avec le client, parce que c'est ce détail-là qui va faire aussi la différence. Comme je vous disais, cet aspect juridique que nous allons mettre en avant et que nous allons expliquer à notre client pour qu'il puisse comprendre la logique de notre démarche. Pourquoi vendre vite? Parce qu'un produit, après 3 mois de publication, subit une baisse de prix de 16% en moyenne. Un produit qui est vu et qui est revu sur les supports tels que SeLoger, Logikimo, Le Bon Coin, etc., va naturellement subir une dépréciation. C'est une logique basique, mais que nos clients oublient. Si demain, vous avez un magasin, Leroy Merlin, Auchan, Zara, n'importe lequel, s'il laisse un produit en rayon, plus il le laisse, plus il coûte de l'argent. Et plus il prend le risque effectivement de devoir faire des remises sur ce produit-là pour pouvoir le vendre. Pourquoi un chef de projet en immobilier? Pour rendre votre expérience de vente unique et confortable, je m'occupe de tout, de A à Z. C'est ce qu'il faut faire comprendre à vos clients. C'est la différence que vous devez marquer pour pouvoir être recommandé par la suite. C'est ça vraiment le plus important pour vous dans le cadre de votre activité commerciale. On va finir sur le closing. Alors, on va parler du closing. Alors, il y a une vidéo de la part de Frédéric que je vous mets en lien en dessous de cette vidéo. Elle vous explique comment générer un mandat SweetBright avec l'application MyNotary. Donc, quoi qu'il arrive, on centralise toutes les informations dans SweetBright. Suite à cela, les informations s'envoient toutes seules sur MyNotary et puis votre mandat se génère tout seul. Effectivement, il faudra compléter quelques informations, mais la plupart des informations que vous aurez rentrées dans SweetBright seront transférées sur MyNotary. Alors, on va closer. À la rigueur, là, c'est l'étape presque la plus simple, je dirais, dans notre métier, puisque une fois que nous avons validé la proposition, que notre client est OK avec notre proposition, on va closer. Donc, des questions fermées. Monsieur le client, ma proposition, c'est celle-là. Cette stratégie vous convient? On y va? Oui, non. OK, c'est des questions fermées. L'idée, c'est de ne pas sortir de chez le client sans un mandat. Alors, on a plusieurs solutions. Soit vous êtes dans le cadre d'une relation réseau et à ce moment-là, on peut faire 2 rendez-vous. Un premier rendez-vous pour faire connaissance avec le client et son projet immobilier. Et puis un deuxième rendez-vous pour closer en présentant un avis de valeur, etc. Soit c'est un rendez-vous de prise de pige, un rendez-vous de pige téléphonique. Et à ce moment-là, on va closer directement dès qu'on rentre chez le client, puisque si vous avez ouvert la porte à vous, il ouvrira la porte certainement à d'autres professionnels de l'immobilier. Donc on close. Ça, c'est vraiment très important. Évidemment, je reviens sur l'aspect évaluation du bien. On laisse une trace de cette évaluation à notre client. Ok. Chaque semaine, on va l'appeler pour lui expliquer de quelle manière évolue son bien sur le marché, etc. Mais chaque semaine, on va l'appeler pour potentiellement faire baisser le prix du bien pour qu'on puisse rapprocher de ce prix marché et avoir des acquéreurs qui envisagent de négocier sur ce produit-là. Simplement, si vous dites à votre client qui vous a dit « moi j'en veux 550 000 euros alors que ça en vaut 460 » et que vous avez dit « oui, ok, 550 000 c'est le prix, etc. c'est super, c'est génial » et que vous le mettez en vente et que vous n'arrivez pas à le vendre, dans 1 mois, 2 mois après le début de la commercialisation, le client va vous dire « non mais attendez, vous m'avez pris pour un imbécile, vous m'avez dit que c'était le prix du marché ». Donc, soyons honnêtes avec nos clients dès le début. Attention, monsieur le client, on peut essayer de cette manière-là. Néanmoins, ce n'est pas le prix que je vous préconise. Le prix que je vous préconise, c'est celui qui est sur mon estimation. On est sur de l'information directe. C'est une information qui est simple, qui est efficace, c'est factuel. On a un dossier d'estimation qui annonce un prix. Maintenant, il ne suivra certainement pas vos préconisations, mais en tout cas, c'est ce vers quoi on va guider notre client au fur et à mesure que les semaines passent. Donc, on close simplement, on ouvre notre outil pour générer le mandat. Donc, on ouvre SweetBright, soit sur l'application sur
sur notre téléphone, tablette ou bien sur notre ordinateur. On remplit toutes les informations, on génère le mandat et on fait signer électroniquement le mandat à notre client. En cas de réponse négative de notre client, on repart sur la découverte. Quoi qu'il arrive, si à un moment donné notre client fait machine arrière, on repart sur la découverte, on pose des questions, on va parler de cette logique de traitement de l'objection juste après, mais on revient sur notre découverte. On a peut-être raté quelque chose, peut-être qu'on va trop vite, peut-être que le client a besoin de réfléchir. S'il a besoin de réfléchir, on a besoin de savoir pourquoi il a besoin de réfléchir, qu'est-ce qui peut le freiner dans sa démarche, pourquoi, par rapport à ce qu'il a pu vous dire en termes de délai de réalisation du projet, il souhaiterait réfléchir, qu'est-ce qui ne l'a pas convaincu chez vous. Bref, vous l'avez compris, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, etc. Vous appliquez ce basique et ça vous permettra de mieux comprendre dans quel sentiment est le client par rapport au fait de travailler avec vous. Alors, parlons des honoraires. Les honoraires peuvent être un sujet de discussion avec votre vendeur. Ok, il va naturellement à un moment donné vous parler de prix. On ne parle jamais d'argent avant la présentation de la solution. Une fois que la présentation est faite, notre client, on va lui faire signer le mandat et c'est à ce moment-là qu'on va lui présenter les honoraires qu'il va devoir supporter sur son bien immobilier. Donc, il est parfois nécessaire de détailler votre commission par rapport au fait que, effectivement, vous allez potentiellement amener des acquéreurs. Peut-être que vous allez vendre en une seule visite, mais que cette visite, elle aura été qualifiée. Ces acquéreurs-là, ça fait des mois et des mois que vous les suivez pour leur trouver un produit. C'est pas un acquéreur qui a appelé, qui est venu 5 minutes après et qui a fait une offre et puis terminé. Donc, il y a un avant, un passé que vous devez présenter à votre client par rapport effectivement à votre base acquéreur que vous avez construite et qui vous appartient par rapport aux autres produits aussi que vous avez en stock, que vous êtes allé chercher, qui vous permet de cultiver cet effet rebond, ok, comme une boutique. Donc, il y a un temps de préparation, il y a le coût des publications aussi des autres produits, du produit que vous allez mettre en avant, qui est celui de votre client actuel. Il faut savoir que des supports comme Sologer, Logikimo, Le Bon Coin, etc., c'est un budget annuel de plusieurs centaines de milliers d'euros. Il y a effectivement aussi le coût du photographe, le temps passé pour réaliser un avis de valeur, le temps de faire une réunion d'échange avec les autres collaborateurs, tout le suivi juridique administratif que vous allez mener derrière avec le notaire jusqu'à l'acte de vente et même après, la sécurisation de l'acquéreur, le temps passé à l'appeler, le rappeler pour le conforter dans sa prise de décision vis-à-vis de ce bien-là. Bref, soyez pédagogue avec vos clients, expliquez-leur ce que vous faites, comment vous le faites, plus vous le ferez et plus il comprendra le pourquoi du comment un négociateur en immobilier est plus efficace qu'un particulier. On parle en net vendeur avec le vendeur, on parle en honoraire d'agence inclus avec l'acquéreur. Ça, c'est très important aussi. Quand on est avec le client vendeur, on lui parle de ce qu'il va encaisser. Quand on est avec l'acquéreur, on lui parle de ce qu'il va payer. Pour le vendeur, c'est l'acquéreur qui paye les honoraires. Très important, monsieur le client. Dans tous les cas, c'est les acquéreurs qui payent les honoraires. Quand je vais chez mon notaire, il encaisse les fonds de l'acquéreur. Ensuite, il fait le dispatch entre vous et moi, agence immobilière. Pour l'acquéreur, effectivement, c'est le vendeur qui paye les honoraires dans la mesure où lui, quand il va reverser les fonds au notaire, le notaire va me reverser les fonds du vendeur, une partie des fonds. Voilà. L'idée, en tout cas, psychologiquement parlant, c'est de cultiver ça, du moins cultiver le fait que l'un va tirer un avantage sur l'autre et vice-versa. Bref, on a les honoraires. Les honoraires sont dans notre barème et nous sommes obligés de suivre notre barème.